rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 14 mars 2017. Alors nous allons aborder un sujet dont nous n'avons encore jamais parlé dans cette série Rencontres consacrée au monde musulman. J'ai en effet intitulé cette émission « Le marché halal, l'invention d'une tradition » en mettant un point d'interrogation, et c'est presque le titre exact d'un livre publié aux éditions du Seuil. J'ai le plaisir donc de recevoir pour en parler son auteur, Madame Florence Bergeaud-Blaclair. Bonjour. Bonjour. Florence Bergeaud-Blaclair, vous êtes anthropologue, chargée de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, Université d'Aix-Marseille. Vous êtes une spécialiste de ce sujet depuis 20 ans et ce livre est une somme extrêmement dense qui, en un peu plus de 250 pages, fait vraiment le tour de ce domaine si mal connu et qui a pris une importance considérable en quelques décennies. J'invite vraiment nos auditeurs à l'acheter et à le lire parce que tous les aspects historiques, religieux, techniques, juridiques, sociologiques et même politiques sont passés en revue à travers le prisme du halal. Cet ouvrage est tellement riche qu'il ne sera pas possible de tout aborder en l'espace de 24 minutes, mais nous allons essayer de parler de l'essentiel. Et je passe tout de suite donc à la première question. Florence Bergeaud-Blaclair, d'abord pourquoi le titre de votre livre, Le marché halal ou l'invention d'une tradition ? Alors, le marché halal ou l'invention d'une tradition, effectivement, ça peut paraître assez paradoxal. C'est une formule que j'emprunte à l'historien Eric Hobsbawm, qui distingue les coutumes, si vous voulez, des traditions inventées. La coutume, c'est quelque chose sur lequel on ne s'interroge pas, alors que la tradition inventée s'impose toujours et se répète comme étant obligatoire. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que le marché halal avait été inventé à la fin du XXe siècle et surtout, c'est pas qu'une formule, d'écrire justement ce processus d'invention. Alors l'islam existe depuis 14 siècles et dans le fond, que signifiait le halal en tant que norme alimentaire pour les populations musulmanes pendant des siècles ? Voilà, alors c'est la raison pour laquelle je distingue deux usages différents de ce terme halal. L'un est théologique, l'autre est marchand. Dans le Coran, halal signifie licite. Il désigne des choses comme les nourritures et parfois des institutions comme le mariage qui ont été permises par Dieu en regard des choses qu'il a interdites, qui sont haram. Avec l'institutionnalisation du fiqh, c'est-à-dire aux alentours du 9e les fiqh, ce sont les commandements religieux. C'est la jurisprudence islamique. Oui. Les juristes ont plutôt adopté une échelle de 5 catégories d'actions qui est beaucoup plus large. Donc on va distinguer l'obligatoire, le recommandé, le licite, le répréhensible, l'interdit. Et si vous voulez, comme le Coran dit assez peu de choses finalement sur la question alimentaire, ce sont plutôt les juristes qui vont essayer d'interpréter ce qui a été dit dans le Coran. Qu'est-ce qui est dit dans le Coran ? Eh bien que certaines bêtes donc sont illicites, les bêtes qui n'ont pas été saignées sont également interdites à la consommation. Le Coran interdit aussi la consommation de porc, mais il dit aussi, et dans le verset 5 de la sourate 5, que la nourriture des gens du livre est licite. Et parce que finalement, il y a très peu de choses dites et parfois des choses qui peuvent se contredire, il y a une très grande variation interprétative dans les cultures musulmanes. Alors, c'est important de le rappeler. Et maintenant, nous allons donc avancer dans le temps. Et j'ai bien noté dans votre livre une date charnière, c'est 1979. La révolution islamique en Iran, l'imposition par ce pays d'un abattage rituel pour la viande importée des pays occidentaux. Et vous dites très bien que ça s'est passé dans le contexte du second choc pétrolier. Il y a eu une très forte hausse des niveaux de vie pour les pays du Moyen-Orient, qui deviennent des grands importateurs de viande, et ils vont tous réclamer pareil, c'est-à-dire un abattage rituel dans les pays occidentaux. Et vous dites qu'il s'est passé aussi un autre phénomène, c'est la réunification familiale et le rôle des femmes, finalement, pour la consommation halal. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors,
Un marché, c'est bien sûr une offre et une demande. Alors, dans les années 60, le Moyen-Orient et les pays du Golfe vont devenir des importateurs de viande qui sont produites par les industries d'Europe, d'Australie ou du continent américain. Donc des pays qui n'ont pas de tradition musulmane. Et ils vont importer, en particulier pour les villes, les classes moyennes naissantes, des viandes réfrigérées ou congelées. Et donc les accords vont se faire de gré à gré entre les pays, les industries exportatrices et certaines ambassades comme l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui vont s'assurer que les animaux sont conformes à la tradition musulmane mais sans vraiment aller vérifier. Ce qui va changer, et pour moi c'est l'acte de naissance du marché halal, c'est en 1979, lorsque Khomeini interdit l'importation des carcasses, des viandes des pays occidentaux parce que elles sont immangeables, illicites pour les musulmans, et va déclarer qu'il faut les jeter, les donner comme engrais pour l'agriculture iranienne. Donc ça va créer un certain choc dans l'opinion publique occidentale, et les Iraniens, évidemment, en interdisant l'entrée de ces produits dans leur pays, peuvent aussi sont confrontés à des problèmes de pénurie de viande. Donc le Khomeini va envoyer des personnels religieux des hauts gradés pour islamiser les chaînes d'abattage industriel dans les pays occidentaux et les placer sous contrôle musulman. Et l'autre acteur, ça c'est une chose, donc si vous voulez, c'est la naissance d'un protocole d'abattage islamique avec des pays industriel étrangers, voilà, dans les pays occidentaux qui sont donc placés sous contrôle. Alors il y a un précédent, bien sûr, c'est la shrita. On en parlera peut-être après, s'il vous plaît, mais c'est un modèle, voilà, le temps file et j'aimerais qu'on avance. Et l'autre pays qui va jouer un rôle important, c'est l'Arabie Saoudite, qui lui va lier en fait l'argent de la viande au contrôle de la communauté en diaspora. Alors, on n'a pas parlé du rôle des femmes. Le rôle des femmes, alors ça c'est l'offre, et la demande, oui. Et là maintenant, si on prend en compte, donc au départ, si vous voulez, le marché halal est un marché d'exportation. Et ensuite, les industriels vont se tourner vers la demande intérieure. Et on voit très bien, à partir des années 80, l'arrivée des femmes par regroupement familial, voilà, et donc des cuisinières. Et donc aussi des enfants, et donc de la transmission religieuse. Et l'industrie qui avait une offre finalement va trouver là une demande. Alors, il nous reste 3-4 minutes avant la pause publicitaire, et il y a un chapitre au début donc, du livre qui est intitulé « Un marché sans normes ». Vous expliquez comment s'est développé le marché de la viande halal en France. C'était au tournant du siècle dernier. On est parti de pratiquement rien. L'État a dû définir des règles qui n'étaient pas de son ressort, puisque normalement, il ne se mêle pas de religion. Où en sommes-nous ? Alors, il faut partir, il faut revenir à 1964, qui est une date importante, puisque à ce moment-là, une loi concernant l'abattage impose l'étourdissement systématique des bêtes, des bêtes de boucherie. Mais la loi prévoit une exemption pour les rites religieux qui a été faite à la demande des rabbins. Voilà, au départ, c'était celle-ci, c'est donc, voilà, c'est ça. Et c'est cette dérogation, en fait, qui s'est appliquée de façon quasi automatique aux musulmans, qui, eux, n'en avaient pas fait la demande. Pourquoi ? Parce que, au XXe siècle, ce que j'appelle l'espace alimentaire musulman est relativement large. C'est-à-dire qu'on se base simplement sur le verset 5 de la sourate 5 qui dit que la nourriture des gens du livre, des juifs et des chrétiens, est licite pour les musulmans. Voilà. Donc, il n'y a pas de support théologique. Et ça devient beaucoup plus restrictif après. Et c'est à partir de la naissance du marché halal que j'ai décrit tout à l'heure qu'on va effectivement codifier et donc restreindre. Alors, quels sont aujourd'hui les sacrificateurs, enfin ceux qui tuent les bêtes, habilités? Quels sont ceux qui sont autorisés à pratiquer l'égorgement dans les abattoirs? Alors, en fait, il y a trois mosquées qui ont été agréées au début des années 1990 par l'État. Auparavant, c'était les préfets qui distribuaient les agréments. Donc, ce sont les mosquées de Paris, d'Évry et de Lyon. Mais cette habilitation pour les sacrificateurs n'impose ni formation particulière. En fait, ce sont des cartes d'entrée, c'est tout. Et pas de certification, pas de contrôle de la nourriture. Et est-ce qu'il y a une norme unifiée, c'est-à-dire, on va faire toujours de la même façon. Par exemple, la bête va être tournée vers la Mecque, il faut dire telle formule rituelle, un petit peu ce qui existe dans le cas de la cacheroute ou pas.
Alors, pour l'abattage en particulier, elle est relativement unifiée du fait de la publication en 1997 des directives halal du Codex Alimentarius, qui sont des directives internationales à vocation internationale. Et aujourd'hui, si on peut donner quelques chiffres, juste dans les 2 minutes qui nous restent, c'est quoi le halal en France ? Ça correspond en termes de chiffre d'affaires à peu près ? Alors la seule étude qui a été faite par un cabinet privé. On n'a malheureusement pas de données officielles sur ce sujet, tout simplement parce qu'il n'y a pas de traçabilité, pas de contrôle. Mais on estime à environ 5,5 milliards d'euros le marché du halal français. C'est quand même important. Et par rapport aux exportations de viande, en pourcentage ? On est en train d'y travailler. On sait pas, on connaît pas du tout. D'accord. Et est-ce que vous êtes d'accord, dernière question, avec l'estimation de M. Hakim El-Karoui, qui a été notre invité il y a quelques semaines et qui, dans son fameux rapport de l'Institut Montaigne, dit que manger halal, finalement, c'est un marqueur maintenant de la population musulmane française ? C'est surtout une pratique religieuse, c'est-à-dire un marqueur. Nous, on a étudié ça depuis assez longtemps. On voit bien que la vraie motivation pour consommer halal et acheter halal, c'est la religion. Donc c'est pas un marqueur. Je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Alors on a parlé de la France, on a parlé finalement des balbutiements, disons, d'une normalisation pour définir la norme halal. Mais bien sûr, ce problème s'est posé au niveau international. Définir une norme et l'imposer est devenu un objectif prioritaire aussi pour des mouvances islamistes. Le livre le dit très bien. Et vous dites aussi que les grands États musulmans, finalement, se sentant menacés par ces mouvances, ont essayé de piloter le halal, en même temps qu'ils pilotaient une réislamisation de leur société, avec des constructions de mosquées, des normes, je dirais, de plus en plus orthodoxes. Et j'ai découvert, grâce à votre livre, l'importance stratégique de la Malaisie, parce que ce pays a essayer en tout cas d'imposer sa propre définition du halal en 1997. Ça va beaucoup plus loin que l'abattage rituel. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, dans les pays musulmans, ceux qui se sont intéressés au marché halal, c'est à la fois le halal un instrument de développement économique et un gage donné au mouvement islamiste. Quand les États sont menacés par des mouvements islamistes, ils réislamisent les mœurs, reviennent sur le droit des femmes ou parlent d'interdire les nourritures illicites. Ce qui est d'ailleurs, selon leur vue, supposé calmer les velléités islamistes. Or, on l'a vu en Iran, en Turquie, en Égypte et en Algérie, finalement, le remède est pire que le mal. Car c'est exactement ce que veulent les groupes fondamentalistes, que la norme religieuse s'applique dans le moindre geste de la vie de façon intégrale. Et la Malaisie s'est appuyée sur le marché halal pour sa politique de développement économique et de réislamisation dès les années 80. C'est une politique menée contre la minorité chinoise et pour soutenir les Malais musulmans. La première norme mondiale halal du Codex Alimentarius, dont je parlais tout à l'heure, a été influencée profondément par cette conception malaisienne qui met en avant, et c'est ça sa particularité, le principe de pureté. Mais cette pureté n'est pas rituelle, c'est-à-dire décidée par les religieux, mais elle est technico-industrielle, c'est-à-dire finalement mesurée et décidée par la technologie et les scientifiques. Et c'est cette norme du codex qui a aujourd'hui encore une influence considérable sur les agences de certification. Donc ça va très au-delà de la norme d'abattage des bêtes, en fait. C'est de dire telle nourriture est impure. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans la pureté industrielle ? C'est que les nourritures tous les produits de consommation ne doivent pas contenir de l'alcool à des doses infimes, du porc ou toute viande non rituelle. Et comme on en trouve partout dans les additifs, dans les colorants, etc., en fait, tout peut être halalisé. Eh bien, c'est ça qu'il fallait effectivement bien souligner, et je crois que les gens ne le réalisent pas. C'est cette importance finalement énorme du halal. Alors, c'est devenu quelque chose d'énorme au niveau du marché international. Vous dites en introduction qu'il représente 1300 milliards de dollars par an. Cela suscite des grandes convoitises, parce que les gens les grandes entreprises se mettent à rêver d'un marché de 1,5 milliard de musulmans qui ne consommeraient que selon ces normes. Quel a été le rôle des géants de l'agroalimentaire ?
Alors ce chiffre de 1300 milliards de dollars, il faut quand même le préciser, c'est encore une chimère. Hein. Mais il est publié chaque année, hein, il est revu à la hausse par la très sérieuse agence Thomson Reuters, et qui est repris d'ailleurs sans aucun recul critique dans nos médias. Ça correspond, si vous voulez, à un monde où tous ceux qui se déclarent musulmans devraient consommer halal. Tous leurs aliments certifiés halal, donc ça veut dire la soupe aux légumes, ça veut dire le jus d'orange, ça veut dire à la cantine ou ailleurs. Donc c'est un monde qui n'existe pas encore, mais qui fixe un horizon pour les investisseurs. Et on voit bien, par exemple, Nestlé a joué un rôle très important dans la diffusion de cette espèce de halal industriel. Hein. Quant aux instances internationales comme l'ISO ou le CEN, le Comité européen de normalisation, eh bien, ils essayent de fixer cette norme parce qu'évidemment, pour le moment, elle varie en fonction des politiques de développement et des politiques d'exportation de chacun des pays musulmans. Très bien. Alors, Florence Bergeaud-Blaclair, vous évoquez les frères musulmans à 2 niveaux dans votre livre. Page 113 et suivante, vous racontez comment les pays arabes, mais surtout le couple Arabie Saoudite frères musulmans, ont finalement repris le dessus sur la Malaisie dont on parlait par l'intermédiaire de la Ligue islamique mondiale qui essaye partout de s'imposer en matière de halal. Mais vous évoquez aussi plus loin la France où les frères musulmans essayent de devenir un groupe de pression dans le domaine, je veux dire, stratégique de la consommation. Quelles sont leurs associations au niveau de la certification des consommateurs? Est-ce que vous pouvez donner les acteurs? Effectivement, j'explique comment la Malaisie a abouti à un modèle de normes que j'appelle inclusif, c'est-à-dire pour les musulmans et pour les autres. C'est un modèle qui est influencé par les ingénieurs Nestlé et aussi le modèle de la cacheroute qui se vend aux États-Unis à un nombre plus élevé de non-juifs que de juifs. Et est venu se développer en parallèle un modèle que j'appelle Ummik, par les musulmans, donc un modèle promu par la Turquie d'Erdogan, par exemple, par la Ligue islamique mondiale et les groupes de la matrice frères musulmans en Europe. Et ces derniers vont essayer de contrôler le champ religieux par la maîtrise de la norme halal et donc aussi par la maîtrise du marché. Ce qui les rend audibles, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce qu'ils ont un discours de probité. Ils jouent la transparence sur un marché qui est, il faut reconnaître, particulièrement opaque. Donc ils proposent toujours plus de surveillance, des normes toujours plus strictes. Alors ils ont une norme AVS par exemple, c'est la norme des frères musulmans, quand on voit ça dans une Alors boucherie. des frères musulmans, non, on ne peut pas dire ça, c'est compliqué. Les frères musulmans, ça recouvre des réalités assez différentes. Mais ce sont des normes qui viennent tous effectivement de ce que j'appelle la matrice des frères. Et leur discours est très rassurant pour les consommateurs. Mais en même temps, il les inquiète puisqu'ils diffusent aussi un discours très alarmiste sur le faux. Donc, si vous voulez, ils jouent un peu les pompiers pyromanes. Et alors, le CFCM est totalement dépassé d'ailleurs. Dépassé effectivement. À la base, vous donnez les noms des associations de consommateurs, etc., et qui sont totalement indépendantes du CFCM et qui le critiquent en fait. Qui le critiquent puisque c'est devenu pour les agences de certification ou pour les organisations de consommateurs musulmans un moyen de contester l'autorité religieuse. Et le CFCM, j'insiste là-dessus, ne comprend rien à ce marché, j'ai l'impression même qu'il ne fait pas vraiment d'efforts pour le comprendre, et donc suit un peu la tendance. Alors, j'ai découvert aussi, grâce à votre livre, l'influence énorme d'un site internet qui s'appelle Alkanz, qui est développé par Fater Kimouche. Alors, lui passe son temps à dénoncer le faux halal. Il y a une rubrique qui s'appelle Halalgate. Vous dites que c'est probablement un salafiste, même s'il ne l'affiche pas. Il est extrêmement lu et respecté, même au-delà du public musulman. Est-ce que vous pouvez évoquer rapidement ce site? Ce sera notre dernière question. Et comment expliquer ce succès? Parce que comment ça peut s'intégrer dans notre société, qui est quand même une société ouverte, d'échanges, etc. Comment ce discours extrêmement inclusif peut avoir tellement de succès? Vous dites que c'est un des sites les plus visités en France. Tout à fait, c'est parce qu'il a une certaine plume, c'est quelqu'un qui est assez doué pour ce job-là, de lanceur d'alerte. Alors pour moi, je dis que c'est un salafiste, mais personne ne se dit jamais salafiste en général. Mais bon, c'est une sorte de fondamentalisme qui a beaucoup plus de visage en réalité que ce qu'on le réduit souvent au djihadisme ou à des formes quiétistes. Et je pense qu'il y a un salafisme néolibéral, qui est d'ailleurs le modèle dominant
dans les pays du Golfe et qui a fait des émules en Europe. Donc je pense que c'est en tenant un discours beaucoup plus moderne que Fateh Kimouche s'est imposé, et puis surtout en allant véritablement pointer du doigt les dysfonctionnements de ce marché. Il y a un côté effectivement défense du consommateur, un côté éthique, même bio aussi, on le sort en disant vous mangez du pur halal, donc il y a une certaine pureté. Voilà, on reprend d'ailleurs toute la rhétorique du bio, du fair trade et du commerce équitable, et on remplace par halal. Enfin, grosso modo, c'est à peu près voilà, comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça marche très bien. Eh bien, amis auditeurs, on arrive donc tout doucement à la fin de cette émission. On ne peut pas ne pas évoquer dans les 2-3 minutes qui restent finalement un certain parallélisme avec la nourriture cachère. Il y a le retour à la religion, vous dites bien, il y a les nouvelles générations de musulmans qui ont honte de leurs parents, qui ne mangeaient pas vraiment halal. Vous évoquez donc la peur du haram, de ce qui est illicite. Et oui, des jeunes enfants musulmans ne vont plus dans les cantines scolaires à cause de cela. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette recherche d'une pureté absolue isole aussi une partie des nouvelles générations chez les juifs les plus orthodoxes du reste de la société? Oui, certainement. Il faudrait qu'on l'étudie. J'ai une collègue qui s'appelle Sophie Nizar qui a commencé un travail il y a bien longtemps aussi, dans les années 90, sur la cacheroute. Ce serait bien qu'elle la continue, ou ses étudiants. Il faut effectivement travailler aussi sur ce marché. Maintenant, il ne faut pas forcément les mettre en parallèle. On peut les comparer, mais pas les assimiler de façon immédiate. Tout simplement parce que le kasher, la cacheroute, ou du moins sa forme idéalisée, est le modèle historique du halal, sa copie. C'est sa façon pour le halal de se légitimer en dehors de sa tradition religieuse. Donc c'est pour ça que quand je parle du halal avec son histoire propre, et je ne mélange pas les deux. Mais je pense qu'à un moment donné, oui, on pourra comparer. Et oui, bien sûr, la pureté isole. Isole toujours, malheureusement. Bien sûr. Eh bien, il me reste, mes auditeurs, à rappeler le titre de ce livre, donc Le marché halal ou l'invention d'une tradition, de Florence Bergeau-Blaclair aux éditions du Seuil. Je vous recommande vraiment de l'acheter et de le lire, parce que c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler et dont on n'avait pas, je dirais, parlé sérieusement jusqu'à présent. Merci Florence Bergeau-Blaclair, merci à mes auditeurs de nous avoir suivis, et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour notre prochaine émission. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.